dévoilé fin août. Allez, on va passer aux deux invités de la marmite. L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4. Je vous le disais en introduction, Tantouane Nguyen et Mohamed Chouker de l'association Info Débat sont avec nous autour du studio, autour de la table de Marmite. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler du débat que vous organisez donc samedi 23 mai au bar Le Marinat à Montigny-le-Bretonneux sur un thème intéressant, les conséquences de la politique internationale occidentale. Il sera donc question de la Russie, de la Libye, du Moyen-Orient et des répercussions politiques menées en Occident sur ces parties du monde, de la responsabilité notamment que portent nos dirigeants sur ces différentes stratégies. Alors pour commencer cet entretien, je vais vous demander pourquoi vous avez choisi de prendre ce thème de la politique internationale occidentale. Parce que l'actualité, en fait, ça relève de l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se passe, évidemment, avec l'État islamique. Ça, c'est au Moyen-Orient. Il y a la guerre civile en Ukraine. Ouais. Et plus récemment, ça nous touche peut-être plus directement. Il y a eu cette affaire tragique, vous savez, des migrants libyens qu'on a retrouvés morts. Et en fait, tout ça, il y a une cohérence dans tout ça, entre l'État islamique, la guerre civile en Ukraine et ce qui se passe en Libye. Tout ça, ça relève des conséquences de la politique étrangère qui a été menée par les États occidentaux, dont fait partie la France. Alors justement, puisque on est dans les définitions également, qui représente la politique occidentale ? De qui parle-t-on quand on dit les pays occidentaux ou la politique occidentale internationale ? Il est important. Très bien. Il est important en fait de préciser que moi personnellement j'ai relevé deux tendances au sein de ce qu'on appelle la politique occidentale. Ouais. Il y a ceux qui mènent, c'est principalement les États-Unis, et il y a les suiveurs, c'est-à-dire l'Europe, l'Union européenne et l'Europe de façon générale, qui suivent et qui sont complices de cette politique. Alors donc les États-Unis principalement. Sous ce qu'on appelle l'atlantisme peut-être du côté plus l'Europe qui est complice, on va dire, de la politique qui est menée. Alors pas que ça, il y a aussi au Moyen-Orient, on peut dire l'Arabie Saoudite, enfin les alliés des États-Unis, l'Arabie Saoudite entre autres, Israël, et puis il y a l'Europe en fait. Et en fait d'ailleurs c'est les États-Unis, tout ça c'est les États-Unis derrière. Alors le conflit le plus récent, on va dire, c'est en Ukraine. Alors les liens avec la Russie sont tendus en ce moment, en tout cas c'est le cas de le dire, avec le conflit en Ukraine qui oppose pro-russe d'une part et pro-européen de l'autre. Alors dès le début de ce que la plupart des médias ont appelé la révolution ukrainienne, les responsables ont été clairement désignés, les Ukrainiens pro-russes et surtout Vladimir Poutine. Alors votre analyse, vous, de ce qui se passe là-bas du côté ukrainien, qui oppose du coup deux forces, occidentale d'une part et la Russie de l'autre. Oui, c'est ça. Les Ukrainiens ont été divisés entre pro-européens et pro-russes, en fait. Tout à fait. Tout simplement. Et ça a éclaté il y a maintenant 2 ans, courant 2013. Et ça a éclaté justement suite au fait que le gouvernement légitime ukrainien avait renoncé plutôt à un accord d'association avec l'Union européenne, qui a préféré du coup se tourner vers une union douanière avec la Russie. C'est à partir de là que des manifestations ont éclaté. On a vu le président ukrainien légitime destitué, une force pro-européenne, pro-américaine mise en place, et des violences qui se sont étendues dans tout le pays. Et la Russie n'est entrée en jeu qu'à partir du moment où ces violences ont touché la Crimée, en fait. La Crimée qui a une majorité pro-russe et qui a une majorité russophone et qui a un lien historique, on va dire, avec la Russie. Et on a vu ça mener où ? Il y a eu une escalade au niveau de la tension entre les pro-européens, entre le bloc occidental et la Russie, jusqu'à tout récemment, février, il me semble, 2015, où on a vu Angela Merkel et la chancelière allemande et François Hollande se déplacer. Se déplacer personnellement et rapidement
pour signer les accords de Minsk II, ce qu'on appelait les accords de Minsk II. Ce qui en fait est un accord de reddition. Il faut bien comprendre. Et ça s'assure. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cet accord de Minsk II? C'est un accord de paix. Nous, on présente ça comme un accord de paix. Les médias occidentaux présentent ça comme un accord de paix. En réalité, c'est un accord de reddition. C'est-à-dire que Angela Merkel et François Hollande ont pris acte de la défaite militaire, de la déroute militaire totale de l'armée de Kiev. Donc ils sont partis un peu paniqués en Russie pour dire on arrête maintenant, on essaie de geler le conflit. Les Américains n'étaient pas sur cette ligne, eux ils voulaient fournir des armes encore plus pour accroître le conflit. Donc, mais c'est un accord de reddition, quoi. Et justement, c'est ça qu'on observe, c'est que les Américains ne s'arrêtent pas et les Russes ne s'arrêtent pas non plus. Et ce qu'on peut penser, en tout cas ce qui sera pas dit, c'est que justement les Angela Merkel et François Hollande ont paniqué en fait face au conflit qui était imminent, un conflit qui serait forcément nucléaire, vu qu'il opposerait la Russie et les États-Unis, et se sont dépêchés, ont couru pour calmer les tensions, quoi. Et vous croyez vraiment que ça peut arriver à un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Russie? Non, je pense. C'est comme si François Hollande et Angela Merkel étaient un peu les sauveurs. Beaucoup d'observateurs. Non, pas les sauveurs, les suiveurs. Beaucoup d'observateurs dans le pays ont dit que Angela Merkel et François Hollande avaient servi justement à apaiser les relations et à calmer la Russie, notamment. Non, ils sont. Les accords de Minsk sont des accords de reddition. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, l'Union européenne et les Américains sont très largement responsables de ce qui s'est passé. Ça a été une guerre, c'est une guerre civile sanglante, hein, c'est plusieurs milliers de morts, et l'intensité des combats, et encore plusieurs milliers de morts, c'est pas représentatif parce qu'il y a eu l'hiver ukrainien, ça avait un peu gelé les combats, mais c'était une intensité sanglante très importante. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, cette crise a éclaté parce qu'il y a eu une volonté de l'Union européenne d'ingérer l'Ukraine par les accords de libre-échange, et donc pour priver en fait l'Ukraine de la Russie, c'est-à-dire priver la Russie de l'Ukraine, c'est-à-dire parce qu'il faut lire un peu les géostratèges américains, par exemple Brzezinski, pour eux l'Ukraine c'est le marchepied de l'empire russe en fait, et donc au départ c'était ça. Et puis la révolution, dite révolution de Maïdan, c'était une révolution appuyée par des groupuscules néo-nazis ukrainiens, enfin tout ça. Ça a été assez minimisé dans les débuts en tout cas. Voilà, c'est assez délirant, quoi. C'est-à-dire qu'on voit en fait que partout notre politique étrangère, on s'allie avec des gens très surprenants, quoi. C'est-à-dire qu'on s'allie avec des néo-nazis en Ukraine, on s'allie avec des islamistes extrémistes au Moyen-Orient. Et donc voilà, ce sont toujours les mêmes qui vont nous bassiner avec la lutte antifasciste, la lutte contre le fondamentalisme, et on voit avec qui on s'allie d'un point de vue sur la scène étrangère, quoi. En tout cas, il y a des conséquences, puisque la France a refusé la livraison de 2 navires de guerre, donc d'un coup, vous nous parlez de reddition, mais de l'autre côté aussi, la France refuse de peut-être renforcer la Russie avec ces 2 navires de guerre. Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux que la France ne respecte pas sa parole, et c'est scandaleux que la France se soumette totalement à la politique américaine. C'est-à-dire qu'est devenue la France. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde s'était félicité, et maintenant, a posteriori, on est obligé de le reconnaître, même ceux qui, peut-être... c'est que les Français ont eu raison, nous avons eu raison de ne pas suivre les Américains en Irak. Et là, en fait, on est totalement inféodé en termes de politique étrangère à la vue américaine, quoi. Ouais, pour avancer dans le débat, on va passer à un autre, on va quitter l'Ukraine, aller en Syrie, puisqu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de... entre guillemets, l'afflux, j'aime pas trop ce terme, de migrants, dont la plupart n'a pas survécu à la traversée. La Libye, vous voulez dire? La Libye, effectivement, la Libye, avec une responsabilité qui a été clairement établie cette fois-ci, puisque notre ancien président de la République a été notamment un des grands initiateurs de l'intervention française en Libye. Donc comment vous voyez cette situation là-bas, puisqu'on dit également que c'est à cause de cette situation en Libye que le Mali a été déstabilisé également. On voit qu'avec cette affaire tragique des migrants libyens qui sont morts, tout ça, il faut le dire, c'est la conséquence, je dirais, collatérale de la politique étrangère
occidentale et pour le coup française. Et évidemment, Nicolas Sarkozy, Bernard-Henri Lévy ont une responsabilité directe dans ce qui se passe, puisque les migrants libyens sont morts et ils ont fui une situation, parce qu'il faut comprendre la situation de la Libye. Tout le monde dit qu'elle est absolument chaotique, mais je crois que personne n'a conscience de la mesure, justement, ne prend conscience de la mesure du chaos qui règne là-bas. C'est-à-dire qu'on parle évidemment de l'opposition entre nationalistes et islamistes. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, à cette summa divisio, entre guillemets, pour employer un terme un peu juridique, est venu se greffer tout un tas de conflits ethniques et tribaux, c'est-à-dire conflits entre berbères et arabes, entre citadins et bédouins, c'est-à-dire entre citadins et nomades. Et qu'en plus, certains groupes en Libye certains groupes islamistes ont fait allégeance à Daesh. Donc, c'est-à-dire que maintenant, l'État islamique, islamique a un pied en Libye. Donc on imagine la situation complètement folle qu'il y a là-bas. C'est l'enfer. Mohamed Chouker. Oui, je voulais souligner, comme Tan l'a très bien dit, il serait difficile de contester le fait que les migrants, l'afflux de migrants qu'on voit arriver en Europe et la conséquence de l'instabilité politique d'ailleurs provoquée par l'Occident et en partie la France, comme il l'a très bien dit, en Afrique et au Moyen-Orient. Mais on le dit pas assez en fait, je trouve en fait. On nous présente souvent ces migrations que sous un aspect humanitaire, parrainer des orphelins, etc. Mais qui provoque les orphelins? Beaucoup en tout cas ont ciblé Nicolas Sarkozy. Hein. J'ai rarement entendu quelqu'un parler de la situation libyenne sans, même dans les médias dits mainstream, sans cibler l'ancien président de la République, en disant que c'était de sa responsabilité si la situation était chaotique. Parce que après c'est l'argument qui va être apporté, parce que intervention n'a pas été préparée. Un peu comme ce qui s'est passé en Irak. Mais on peut dire que la Libye n'avait quasiment aucune chance en fait de s'en sortir, parce qu'il n'y avait pas que Sarkozy. Il y avait Sarkozy, il y avait Londres et il y avait Washington. Ils étaient à 3 sur l'ancien dirigeant Kadhafi, donc il n'avait aucune chance de s'en sortir. Alors on a parlé de la Libye, on n'aura pas le temps bien sûr de tout faire. Hein. Si vous voulez avoir un débat un peu plus long, si vous êtes en complet désaccord avec ce que viennent de dire nos invités, eh bien c'est une raison de venir à ce débat qui aura lieu donc samedi à 16h30 au Marina à Montigny. Et puis si vous êtes complètement d'accord, vous pouvez venir quand même pour partager et échanger. On va peut-être parler un petit peu de la Syrie, puisque la France semble être un des derniers pays réticents à tendre la main à Bachar al-Assad, puisqu'apparemment maintenant il faut parler avec Bachar al-Assad, il faut en tout cas renouer le dialogue, puisqu'il y a un danger plus fort, je répète vraiment ce qui est dit, il y a un danger plus fort que Bachar al-Assad, c'est le groupe État islamique, qui est en train de notamment peut-être entrer ou qui est déjà entré en Syrie, avec ce qu'on nous avait vendu dans un premier temps comme comme des révolutionnaires syriens. Oui, je pense qu'il faut parler avec Bachar el-Assad, puisque c'est un des acteurs principaux qui peut contenir la menace de l'État islamique. Mais ce qui aurait été bien, c'est que dès le départ, en fait, dès le départ, on soutienne Bachar el-Assad et qu'on ne soutienne pas le camp adverse, parce qu'il faut savoir que l'État islamique, alors peut-être qu'on peut revenir un peu sur ce qu'est l'État islamique. Le groupe État islamique, ouais. On sait que c'est une scission d'Al-Qaïda, même si maintenant ils s'affrontent. Au départ, c'est une scission d'Al-Qaïda, c'est une organisation qui est née en 2006 suite à l'invasion américaine. Donc il se présentait au départ comme un groupe de résistance contre l'occupation américaine, mais très vite cet objectif de départ va être abandonné au profit d'un objectif tout autre, qui est la guerre interconfessionnelle contre les chiites. Donc l'État islamique, c'est ça. Sur la composition de l'État islamique, c'est là que ça devient intéressant. Donc il y a évidemment tous les djihadistes internationaux qui viennent là-bas, on le sait, en France il y a quelques départs. Il y a quelques départs, hélas, de la France. Il y a aussi des anciens cadres de l'armée de Saddam Hussein qui veulent prendre leur revanche. Et il y a aussi d'anciens de l'armée syrienne libre, donc qu'on a soutenu, les gouvernants français ont soutenu à l'époque et qu'on a armé. Donc en fait, aujourd'hui, quand nos gouvernants disent qu'ils vont lutter contre l'État islamique, ça revient à dire qu'on va essayer de contrôler un incendie qu'on a nous-mêmes allumé.
Alors ça, c'est ce qui se passe du côté, et rapidement pour terminer, on va pas tout dire, mais il y a également les liens avec d'autres pays du Moyen-Orient qui seront peut-être dans le débat de samedi, notamment les relations avec l'Arabie Saoudite, peut-être le Qatar également. Je sais pas si ce sera au menu. Des relations oui, peut-être on assez ambiguës. On en parlera, puisque c'est intéressant, parce qu'il y a eu une espèce de... parce que les rapports entre l'Iran et l'Arabie Saoudite deviennent très intéressants. Surtout maintenant, après les accords entre les États-Unis et l'Iran, ça va être intéressant parce que de traiter cette question-là, de voir comment les Américains vont essayer de gérer leur rapport entre ces deux pays qui se détestent. Et donc c'est ça le nouvel enjeu dans cette partie-là aussi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus, c'était très intéressant. Peut-être un dernier mot, rapidement. Pour plus de précision, en fait, pour plus d'informations, tous les articles, il existe des articles sur toutes ces questions-là sur notre site internet, infodébat.fr. Donc info au singulier, débat au pluriel.fr, tout ça collé. Oui, tout ça collé. Je vous rappelle donc le rendez-vous si vous souhaitez aller débattre de politique, de géopolitique, de géostratégie avec nos invités. N'hésitez pas à le faire ce samedi à 16h30 donc au Marina, au bar Le Marina à Montigny-le-Bretonneux. Et puis voilà, vous avez également, si vous souhaitez, la rediffusion de vendredi de 17h à 18h pour réécouter les arguments et pour préparer vos interventions. Merci en tout cas d'être venu au micro de la marmite. Merci à vous. Et puis rendez-vous au prochain débat. Très bien, merci.